Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, petite parenthèse podcast, alors parenthèse, on restera dans le cinéma, qui est plutôt quand même la tendance globale de la chaîne, mais un petit peu particulière dans la mesure où mes étudiants, eu égard à la situation sanitaire pour le moins particulière et un petit peu complexe, sont en distanciel. Donc un petit peu comme j'avais fait l'an dernier pour mes élèves de terminale en philosophie, là ce sont des étudiants en licence art et je les ai en cours d'analyse filmique. Fondamentalement sur là l'idée c'est l'intitulé du cours c'est film et théorie, et donc l'idée c'est de transmettre un petit peu par cette voie assez simple qu'est YouTube à mes étudiants le cours, tout en sachant fondamentalement, j'espère en tout cas que ça peut intéresser d'autres personnes, et donc je le laisse en ligne pour que vous puissiez découvrir la notion, parce que finalement elle est dans l'esprit de la chaîne que nous allons travailler aujourd'hui. Cette notion, parce qu'il faut la nommer, alors pour pouvoir contextualiser un petit peu la chose et que les gens extérieurs comprennent, on a travaillé en cours sur un genre en particulier, le thriller, et il me paraissait intéressant en plus d'aller dans un sous-genre dans un second temps, qui est le giallo. Alors ça c'est vraiment pour mon petit plaisir personnel si je puis dire, parce que j'avais vraiment envie de parler de ce genre-là, qui est un genre particulier, on a déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne, et il me semblait, même si on l'a vu en cours avec notamment l'un des groupes, puisque j'ai deux groupes séparés, de revenir dessus, de prendre le temps, de retravailler la notion, de vous redonner les choses un petit peu plus structurées, puisqu'on avait fait ça vraiment en fin de cours, donc pour que ce soit très clair pour vous en termes de définition, de principales thématiques, enfin même d'historique dans un premier temps, puis de principales thématiques abordées dans le genre, principaux si vous avez éléments esthétiques, je vais prendre le temps donc de restructurer ça. Donc giallo, ça signifie avant tout jaune, la couleur jaune. Et avant d'être, si vous voulez, une appellation typiquement cinématographique, le giallo c'était le nom que portait une collection littéraire, dont la couverture de fait était jaune, où se mêlaient histoires de meurtre à travers des polars populaires. L'idée c'est de mixer un peu pas mal de genres en fait, parce que le giallo c'est un mix entre polar effectivement, thriller, érotisme, pourquoi pas fantastique, voire horreur dans une certaine mesure, et c'est une sorte de sous-genre, de genre hybride un petit peu de tout ça. Ces petits romans là, c'est important quand même de le signaler, il y avait pas mal d'auteurs si vous voulez extérieurs, étrangers à l'Italie, qui étaient édités dans ces collections. C'est le cas par exemple de Georges Simenon, c'est le cas de Arthur Conan Doyle que vous connaissez notamment pour Sherlock Holmes. Mais si vous voulez, dans un premier temps, le giallo, c'est pas un genre cinématographique à part entière. L'idée, c'était aussi important, c'est que ces romans avaient comme particularité finalement que l'assassin n'était dévoilé que dans les dernières pages. Et fondamentalement, c'est ce qu'on trouvera aussi dans le giallo qu'on verra chez Argento un petit peu plus tard, où si vous voulez, on découvrira l'identité du tueur, c'est du whodunit, si vous voulez, on découvrira l'identité du tueur à la toute fin. Dans une certaine mesure, si vous voulez, et on verra ça un petit peu plus tard, le spectateur va au même rythme que le personnage principal. Il ne sait pas plus que le personnage principal, et le personnage principal ne sait pas plus que le spectateur. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avançaient main dans l'enquête, ils faisaient les mêmes déductions au même moment, pour arriver à terme à cette révélation, à ce climax dans lequel, boum, révélation du meurtrier. Alors le giallo, si vous voulez, est apparu au cinéma au début des années 60, dans sa forme, si vous voulez, définitive, avec les films notamment de Mario Bava et de Dario Argento. Alors, on posera, si vous voulez, la base chez Mario Bava et Dario Argento, notamment par sa fascination qu'il éprouve notamment pour le cinéma de Mario Bava. Je pense notamment à un plan précis dans Les Trois Visages de la Peur, notamment où on voit juste un plan très resserré sur une main gantée de noir d'un assassin qui va saisir une lame blanche, une lame, un couteau, image qui va fasciner complètement Dario Argento, et donc il va cesser en fait d'avoir des échos continuels dans sa filmographie, au point que ça en deviendra un concept autour duquel vont se construire l'intégralité de ses films. Si vous voulez, certes dans les années 60, début 70 que Argento va commencer à structurer un petit peu ça et à le conceptualiser, c'est finalement dans les années 30 que le giallo est véritablement né, qui est finalement né par le biais, si vous voulez, de thrillers, mais aussi de films dramatiques, et parfois même de comédies qu'on appelait les giallo rossa, et dont la peur, si vous voulez, le suspense étaient des thèmes récurrents, ce qu'on retrouvera dans les années 60. Le giallo, en fait, il a permis alors de définir l'un des genres cinématographiques les plus prolifiques d'Italie, dans les années, encore une fois, 60, 70, à la fin des années 70, progressivement ça va s'éteindre, vous aurez quand même des giallo tardifs chez Dario Argento dans les années 80, je pense à Ténèbres, dont on parlera un petit peu plus tard, je pense également à Phénoména, qui est déjà une sorte de déviance un petit peu de giallo qui part un petit peu autre part, et après d'autres giallo vous en retrouvez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films d'inspiration de giallo, ce que j'ai tendance à appeler des néo-giallo,
ce qu'on trouve notamment, je trouve, un petit peu dans Les Ventreurs de New York de Fulci par exemple, mais dans le film, à mon avis, qui est plus proche du Neo Giallo, ce qu'on trouve par exemple notamment dans Bloody Bird de Michele Soavi. Donc vous aurez, si vous voulez, d'autres itérations un petit peu plus tardives, mais on va dire que l'âge d'or du Giallo, c'est quand même les années 60 et surtout les années 70. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, le Giallo, c'est par conséquent un mélange entre érotisme, fantastique, thriller, polar, et c'est finalement en 1933 que le premier film de Giallo voit le jour et s'intitule Giallo, finalement, très simplement, de Mario Camerini. Et le film, si vous voulez, narre l'histoire d'un homme ayant le même nom qu'un assassin, et ce qui va rendre, si vous voulez, qui va amener sa femme à le soupçonner, à devenir soupçonneuse à l'idée d'une série de meurtres qui se déroule un petit peu en fond. Donc si vous voulez, c'est la première itération à proprement parler, mais c'est pas le Giallo tel que va vraiment le conceptualiser, le construire, le fabriquer Bava, puis Argento dans un second temps. Alors ça, si vous voulez, c'est la partie assez ancienne. C'est pour ça que c'est très difficile de poser vraiment le véritable précurseur du Giallo en tant que genre, et je prendrai vraiment le Giallo des années 70. On peut noter notamment en 1962 Bernardo Bertolucci, qui notamment travaillera avec Dario Argento sur le scénario d'Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, donc il réalisera notamment à 1900 le dernier tango à Paris. Sort le film, alors je vais vous faire avec l'accent italien qui va être catastrophique, je pense. La Comare Secca, scénarisé par Pierpaolo Pasolini, dont on parlera un petit peu plus tard dans les prochains cours, dans les prochains podcasts pour le coup, puisqu'il y aura plusieurs cours, j'insiste là-dessus. Son scénario, si vous voulez, puise son inspiration dans l'assassinat d'une prostituée et entraîne le spectateur dans des fausses pistes, des décadences humaines au cœur du monde des voyous et des prostituées. Donc le film, si vous voulez, il baigne dans une sorte d'ambiance assez sordide qui rappelle de fait le cinéma de Pasolini. Et l'identité du mal, si vous voulez, n'est révélée qu'à la fin. Encore une fois, un climax, si vous voulez. Là, on a aussi déjà les codes du Giallo qui sont exposés aux spectateurs. Dans une certaine mesure, si vous voulez, Bertolucci, même si on ne peut pas, à proprement parler, considérer que c'est typiquement un Giallo ou tel qu'en tout cas il sera conceptualisé, encore une fois, construit par Bava puis Argento, on a déjà quelque chose, une sorte de début, une sorte de première colorisation, si je puis dire, du Giallo en tant, encore une fois, qu'instance cinématographique. Deuxième chose, évidemment, c'est Mario Bava. Alors Mario Bava, dans un premier temps, c'est vrai qu'on peut prendre dans les trois visages de la peur, évidemment, ce premier cours qui s'appelle le téléphone, dans lequel évidemment vous avez cette idée évidente de cette première occurrence de cette main gantée d'un assassin qui va prendre une arme blanche, qui va être vraiment un motif esthétique extrêmement important dans le Giallo, qu'on retrouvera de manière obsessionnelle, fétichiste chez Dario Argento, et qui, dans une certaine mesure, donc encore une fois, cette image a fasciné, passionné Argento, à tel point qu'il a cessé de la réutiliser, de la retravailler et d'en faire vraiment un concept à part entière. Le premier film, si vous voulez, qui pourrait véritablement faire référence justement au Giallo, qui pourrait être la première, si vous voulez, base solide chez Bava, c'est La femme qui en savait trop, en 1963, soit un an après le film de Bertolucci, qui fait ouvertement évidemment référence à L'homme qui en savait trop d'Hitchcock en 1934, ce qui n'est pas anodin fondamentalement, puisque le Giallo est lié indéniablement à Hitchcock, notamment dans son travail de la mise en scène du meurtre, où c'est le meurtre qui prime sur tout le reste, que c'est ça qui est le plus important, encore une fois. On verra un petit peu chez Argento, quasiment le récit est construit autour de ça, et reconstruit autour de ces morceaux de mise en scène, ces morceaux de bravoure de mise en scène que sont les meurtres en fait de notre tueur qu'on va suivre, qui vont scander, qui vont rythmer le film. Il y a cette idée évidemment d'actes sexuels à travers le meurtre, puisque je rappelle qu'Hitchcock disait qu'il filmait les scènes de meurtre, on a vu notamment en cours, mais vous connaissez tous la séquence de la douche chez Hitchcock, qui est filmée fondamentalement comme un acte sexuel. Vous avez évidemment ça chez Dario Argento. Donc ça, si vous voulez, c'est la première chose. Donc si vous voulez, pour faire une petite parenthèse sur La femme qui en savait trop, donc si vous voulez, le film narre l'histoire d'une femme témoin d'un meurtre, pourchassée par le meurtrier, et ça met, si vous voulez, en place les thématiques principales du genre. Encore une fois, cette idée que vous avez un témoin qui va assister à un crime auquel de fait il n'aurait pas dû assister, et qui va se retrouver le témoin principal, donc traqué par le tueur, et sur son chemin les cadavres vont s'amonceler, c'est un truc qui va être vraiment un motif narratif, un motif de récit qui est absolument nécessaire au Giallo, à sa construction narrative. Donc si vous voulez, ce serait le second film de Bava, après justement La femme qui en savait trop, à savoir 6 femmes pour l'assassin en 1964, qui aurait, si vous voulez, marqué à proprement parler l'identité visuelle véritablement du Giallo. Même si, encore une fois, dans les trois visages de la peur, vous avez déjà quelque chose, même si c'est un plan très court, bref,
il y a quand même déjà cette idée-là. Cette idée, encore une fois, de poser, on va dire, les prémices d'une identité visuelle. Donc vous avez vraiment, encore une fois, ce travail sur l'explosion des couleurs qui va advenir. Évidemment, le rouge, c'est relativement simple. Alors, encore une fois, c'est assez compliqué de poser des sortes de barrières extrêmement claires, de normes pour dire ça veut dire ça systématiquement chez tel auteur. Mais il apparaît évident que le rouge, c'est une représentation des pulsions sexuelles qui va contraster avec le noir, qui représente la mort, qui a aussi, si vous voulez, une ambiance où se mêle réalité, où se mêle sexualité, où se mêle fantasme, donc fondamentalement, et jeu sur les ombres, ce qui est hérité au passage de chez Hitchcock, encore une fois. Le giallo, c'est intéressant parce que c'est issu d'Hitchcock, et fondamentalement, ce qui est très marrant, c'est que ça va revenir aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez ce revirement-là, on part de Grande-Bretagne, l'Italie va s'inspirer énormément d'Hitchcock, et ensuite tout ce qu'il y a dans le giallo va inspirer énormément les réalisateurs américains. On va retourner, si vous voulez, en tout cas dans le cadre anglo-saxon, puisque on va prendre l'idée de, par exemple, Black Christmas de Bob Clark, qui va être l'œuvre, si vous voulez, avec le voyeur de Michael Powell, dont on a déjà parlé, 2 œuvres séminales du slasher américain, qui vont culminer, si vous voulez, avec Carpenter qui s'inspire notamment dans Halloween énormément du giallo sur pas mal de points, mais dans d'autres de ses œuvres. Et fondamentalement, Vendredi 13, quelques années plus tard, en 1980, de Sean S. Cunningham, va reprendre même un plan, même si vous voulez, même dans une certaine mesure, le motif narratif de la baie sanglante de Mario Bava. Et donc il y a même un meurtre fondamentalement qui est exactement le même. Ce meurtre, vous voyez donc un couple en train de faire l'amour et qui se retrouve transpercé par un tueur mystérieux avec une lance. Et vous trouvez ça dans Vendredi 13 2, si je me trompe pas pour le coup, et qui est vraiment un hommage direct. Mais la baie sanglante, c'est fondamentalement le camp de Christ Lake dans Vendredi 13. Donc venons-en aux principaux thèmes qui sont évoqués dans le giallo. Dans un premier temps, c'est relativement évident, le thème du meurtre. Si vous voulez, l'un des principes du giallo est de raconter une histoire avec des meurtres, plus ou moins sadiques, mais s'ils peuvent être plus, on va aller dans ce sens-là, qui sont très inventifs en termes de mise en scène. Encore une fois, c'est la manière de chorégraphier les meurtres qui est le plus important dans le giallo. Et chez Argento, si vous voulez, Argento va se faire un point d'honneur à ça, à vraiment travailler la chorégraphie du meurtre. Encore une fois, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que chez Argento, le meurtre, si vous voulez, c'est la séquence pivot dans une certaine mesure, et tout ce qu'il y a autour est construit dans le but de servir ces séquences de meurtre et ces morceaux de mise en scène. On a travaillé évidemment sur le plan subjectif qui est très important, on est dans la tête du tueur, dans le regard du tueur. Alors c'est intéressant pour la question de l'inversion des valeurs évidemment, puisqu'on vous confronte à un tueur dont, si vous voulez, la vision du meurtre est un geste artistique, à proprement parler, c'est beau, c'est-à-dire que chez Argento, vous verrez, mais chez Bava aussi, le sang a une couleur qui est complètement surréaliste, si je puis dire. On est sur un sang qui est, si vous voulez, facilement assimilable à de la peinture, ce qui fait que quand il gicle sur les murs ou qu'il gicle sur les objets, il y a quelque chose de très pictural, évidemment, et c'est pas anodin chez Argento, quand vous voyez les frissons de l'angoisse, que la peinture est quelque chose chez lui de très important, est un motif très important, une manière de structurer son cadre extrêmement important. Vous voyez notamment dans les frissons de l'angoisse, l'hommage fait à Edward Hopper. Donc c'est assez clair que Argento a cette inspiration picturale. Donc l'idée, c'est que vous avez effectivement ces plans subjectifs, ces gros plans aussi, avec beaucoup d'inserts pour justement décrire le plus possible les sévices que vont subir les personnages, pour le plus possible aussi saisir l'effroi dans le regard du personnage, de la victime. Si vous voulez, les meurtres, autant que faire se peut, se refusent le plus possible au hors-champ, et posent, si vous voulez, des véritables questions, et on en parlait un petit peu avec le voyeur de Powell, sur le voyeurisme et la représentation de la violence au cinéma. Représentation fondamentalement amorale chez Argento, encore une fois, mais chez Bava aussi, dans la mesure où c'est un instant, un moment esthétique. Pourtant, si vous voulez, chez Argento, mais chez Bava pareil, dans le giallo de manière globale, il n'y a pas de violence gratuite à proprement parler. Il y a encore une fois un geste artistique, il y a quelque chose de beau, de l'esthétique à proprement parler. L'excès de sang, si vous voulez, n'est pas tant, si vous voulez, encore une fois, un excès de violence gratuite. Notons aussi également, dans la cadre du meurtre aussi, que les victimes sont très souvent des femmes. D'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que souvent les bourreaux sont des femmes aussi. Alors je dis pas que c'est toujours le cas, mais vous avez quand même une certaine régularité où le bourreau aussi est une femme. Quand vous découvrez le visage du tueur, son identité, c'est très souvent une femme. Les femmes, justement. Les femmes sont importantes dans la mesure où elles traduisent
quelque chose de l'érotisme en tant que tel dont les giallo se font l'écho. Alors c'est intéressant dans la mesure où évidemment il y a quelque chose de fondamentalement voyeur, hein, parce que dans une certaine mesure ça reste des films d'exploitation les giallo, donc il faut attirer effectivement les gens dans la salle, jouer avec cette notion de voyeurisme pour mieux à terme renvoyer ce voyeurisme dans la tête du spectateur, évidemment. Elles sont la plupart du temps aussi soit représentation de la femme fatale, ce qui ramène indéniablement au film noir, ou les victimes d'un serial killer sadique, et elles sont souvent les témoins involontaires d'un crime qu'elles n'auraient pas dû voir. Alors il n'y a pas que des héroïnes dans le cinéma, si vous voulez, de Dario Argento, ou dans le giallo de manière globale, il y a aussi des héros, des hommes, mais les victimes en tout cas sont très souvent des femmes. C'est vrai que je parlais du frisson de l'angoisse tout à l'heure, le héros c'est David Hemming, un homme, mais il est témoin du meurtre d'une femme, particulièrement sauvage, et si je ne me trompe pas, à l'exception du bras droit de la médium dans Profondo Rosso, les meurtres ne sont perpétrés que sur des femmes. Donc elle représente fondamentalement aussi la beauté, c'est dans un décor plus ou moins lugubre, c'est-à-dire qu'on crée aussi cette dichotomie-là, entre la beauté la beauté de ces jeunes femmes, mais qui sont mises dans un cadre extrêmement sombre, extrêmement sordide parfois. Très beau, hein, ceci dit, ça veut pas dire que ça dégage pas quelque chose d'esthétique, ce côté lugubre, ce côté étrange, sordide. On peut trouver de la poésie dans le sordide, dans le lugubre, indéniablement. Mais ça crée justement ce décalage très intéressant dans l'association qu'on fait entre le corps de ces femmes, parce que souvent si on filme le corps de ces femmes, parce que, encore une fois, il y a ce double jeu de te renvoyer ton voyeurisme aussi, que t'es venu regarder, ce côté indéniablement érotique, et c'est ça qui est aussi intéressant, et de te renvoyer ensuite son voyeurisme au visage, évidemment. Donc ce sont des films qui s'adressent aussi fondamentalement à un public masculin, indéniablement. Dans la mesure où vous avez la plupart de ces meurtres qui sont perpétrés sur des femmes, sont des femmes qui sont dénudées, qui sont belles, qui sont mises en valeur, aussi pour justement attirer. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est justement ce double discours, comme je vous disais, de vous renvoyer ça à la tête après, dans un second temps, vous amener à vous questionner pourquoi vous êtes venu voir ça en fait. C'est pour ça que dire que c'est la violence gratuite, c'est pas tant gratuit, parce que ça questionne encore une fois le spectateur et le pourquoi il est venu voir ça. Ceci dit, en plus, vous avez aussi ce côté-là où souvent, de manière récurrente, vous avez quand même un enquêteur qui est plutôt un homme, ce qui permet à l'homme qui est venu voir également ce massacre en bonne et due forme, de s'identifier à cet enquêteur fondamentalement improvisé, puisque dans tous les cas, en fait, dans la plupart des cas, on a des personnages qui sont là au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui vont se trouver embarqués dans une affaire de laquelle ils n'avaient absolument pas envie, dans laquelle ils n'avaient pas envie de se lancer, en fait, fondamentalement. Mais bon gré mal gré, ils vont se lancer dedans quand même, parce qu'ils vont être attisés par le mystère, attisés par les tranchées, encore une fois voyeurs, hein. C'est ça, dans les séquences où les personnages découvrent en tout cas ces crimes-là, ils restent voyeurs, ils restent à regarder ça, à l'observer avec une certaine curiosité, un certain plaisir ludique. Comme vous allez vous lancer dans l'enquête avec un certain plaisir ludique aussi de trouver qui est l'assassin. Alors pour en venir à Dario Argento, si vous voulez, les giallo vont devenir de plus en plus nombreux, vont avoir énormément de succès en Italie, mais c'est justement avec l'arrivée de Dario Argento, qui, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, a co-scénarisé avec Bernardo Bertolucci Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, c'est Dario Argento qui va, dans une certaine mesure, permettre au giallo d'atteindre son apogée. Alors, apogée public dans une certaine mesure, mais apogée aussi critique, technique, conceptuel, parce qu'Argento va pousser très 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 loin le concept, et on le verra justement les prochaines fois avec Ténèbres, qui est peut-être son excroissance paroxysmique du giallo, qui va le plus loin possible, même si c'est fondamentalement pas son meilleur film. Je pense que le meilleur reste Les Frissons de l'Angoisse, qui est, je pense, le plus parfait sur à peu près toutes les choses, où il pousse vraiment très très loin, avec vraiment beaucoup de radicalité, le concept du giallo, ou en tout cas sa conceptualisation du giallo. Si vous voulez, Ténèbres, c'est un truc qui va encore plus loin dans une certaine mesure, quand il devient presque conceptuel, abstrait, mais c'est ça qui est vachement intéressant. Dans un premier temps, Argento va arriver avec sa trilogie des animaux, soit L'oiseau au plumage de cristal, 4 mouches de velours gris et Le chat à 9 queues, alors qui sont 3 exercices en fait fondamentalement pour Argento. Il va faire ses armes, commencer à poser ses propres concepts, notamment, pour revenir à ça, sa façon de filmer le meurtre, sa façon d'organiser encore une fois sa narration, son enquête policière,
de manière un petit peu accessoire autour de ces meurtres. Ça veut pas dire que c'est pas bien écrit, attention évidemment, c'est assez inégal si vous voulez dans le giallo, mais l'important encore une fois c'est de faire ces moments de mise en scène où justement on va travailler sur ce que je signalais tout à l'heure, le point de vue subjectif et le tueur, etc. Tous les éléments esthétiques, tous les éléments thématiques qu'il y a autour et qui vont s'organiser autour du tueur. Mais c'est lui, si vous voulez, à travers ces 3 giallo là, cette trilogie des animaux, qui va commencer à poser et à renouveler dans une certaine mesure, puisqu'il était déjà là chez Bava, les codes du giallo, et qui vont permettre fondamentalement de franchir les frontières de l'Italie et de proposer, si vous voulez, une exploitation de ces films-là à l'extérieur en fait de l'Italie, donc à travers le monde. D'autres réalisateurs finalement vont s'intéresser à ça. Je pense à Lucio Fulci, qui va plutôt faire du fantastique et de l'horreur dans un premier temps, du gore pour être très très clair aussi. Je pense à découvrir L'Au-delà par exemple, ou Frayeur, qui sont, je pense, L'Enfer des zombies, qui sont des films complètement dingues en termes de gore. Avec un travail sur la couleur aussi qui est très intéressant chez Fulci, pour dans une certaine mesure faire montre des différents états de la pourrissure sur un cadavre, c'est assez dingue. Et pareil chez Fulci, la violence, on va prendre un exemple très simple, chez Fulci, si vous regardez, si vous faites une compile de Fulci, vous pouvez voir à quel point Fulci a travaillé notamment les énucléations, vous en avez un nombre incalculable, où le personnage est énuclé par devant, par derrière, etc. Donc vous avez un travail aussi du meurtre et de la violence chez Fulci, qui est encore une fois un pur moment esthétique, un pur moment artistique, un pur geste artistique. Alors c'est extrêmement choquant et répugnant chez Fulci, c'est moins le cas chez Argento, il y a moins ce côté répugnant vraiment. Fulci c'est vraiment sale. Ceci étant dit, ça c'est la partie, si vous voulez, fantastique et horrifique qu'on trouve chez Fulci. Mais Fulci va s'intéresser au giallo, je pense à un film notamment comme L'Emmurée vivante, qui date de 1977 et qui est un pur giallo. Matinée de fantastique, mais chez Argento il y a toujours un petit peu de fantastique ça et là quand même, parce que Frisson de l'angoisse reste une enquête relativement classique. Cependant, ce qui va mettre en avant l'histoire, un petit peu à l'aune du MacGuffin Hitchcockien, c'est cette histoire de médium qui va percer lors d'une séance l'esprit d'un tueur malade, et à partir de là va le communiquer à son assistant, et donc le tueur va se mettre à tuer tous ceux qui sont au courant de son secret. Donc la médiumnité va être la base un petit peu du fonctionnement narratif. Donc vous avez quand même cette idée-là du fantastique aussi chez Argento. Alors, Argento bien sûr va aussi embrancher vraiment un pan de sa carrière fondamentalement fantastique, flirtant d'ailleurs avec le merveilleux et l'horreur pure, avec Suspiria, enfin avec sa trilogie des mers, Suspiria, Inferno, et son troisième, alors que je ne vous conseille pas forcément de voir, sauf si vous êtes un inconditionnel comme moi d'Argento et que vous avez quand même envie de voir la déchéance progressive du réalisateur avec Mother of Tears, Terza Madre, qui est beaucoup plus récent, qui doit être 2008 et qui est vachement moins intéressant, mais qui est cette partie vraiment purement fantastique. Même dans Phénoména par exemple, qui est de 1984, vous avez vraiment un giallo certes dans la tradition du giallo, mais avec moult éléments fantastiques aussi, puisque le personnage principal est capable de communiquer avec les insectes, etc. Donc vous avez quand même cette idée là, et ça flirte évidemment avec le merveilleux, puisque Argento a aussi une obsession pour un motif littéraire qui est Alice au pays des merveilles, qui va reprendre de manière récurrente dans sa carrière, notamment quand il plonge pleinement dans le fantastique et pour le coup dans le merveilleux, qui va s'amuser à pervertir. Donc venons-en maintenant à quelques motifs récurrents chez Argento. Alors dans un premier temps, le héros, c'est souvent un personnage étranger qui se trouve, qui n'est pas dans son pays en tout cas d'origine, qui est perdu justement au cœur de cette culture italienne. Alors, vous avez aussi le passage de la Suisse pour Suspiria, où Suzy se retrouve justement en Suisse. Vous avez ça aussi dans Phénoména, avec le personnage qui est interprété par Jennifer Connelly, qui se retrouve aussi en Suisse. Donc ils sont un peu perdus dans une culture qu'ils ne connaissent pas, et qui vont être, encore une fois, au mauvais endroit, au mauvais moment, et être les témoins d'une agression ou d'un meurtre, d'un crime, fondamentalement. Et à partir de là, justement, fondamentalement, on considère qu'ils ont la réponse à l'énigme, en fait. Je trouve que le meilleur exemple, encore une fois, ce sont les Frissons de l'angoisse, dans lequel, justement, vous, comme le personnage principal, parce que aussi les Frissons de l'angoisse est un hommage au Bleu Homme d'Antonioni, indéniablement aussi, puisqu'il y a David Hemmings qui joue le personnage principal dans les deux films, où on a encore une fois, vous avez vu le tueur en fait, que vous soyez que David Hemmings ou vous, en tout cas le personnage qu'interprète David Hemmings et vous, avez vu le tueur dans la séquence de base, dans la séquence originelle du meurtre. Vous l'avez vu. Il est quelque part, mais vous n'avez seulement pas conscience. Il a été dans votre horizon perceptif, si vous voulez, dans une certaine mesure. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très magique, en fait, du mécanisme de la magie, en fait, au sens, j'entends, prestidigitation, dans le cinéma de Dario Argento. C'est pas anodin si Jean-Baptiste Aurey a écrit Dario Argento, magicien de la peur. C'est qu'il y a quelque chose vraiment de la magie au sens strict du terme, hein. C'est-à-dire que quand vous regardez un tour,
vous avez le climax à la fin, on prend le même, si vous voulez, le même concept qu'au cinéma, vous avez un climax, une révélation finale, par exemple une carte a été choisie et elle est retrouvée. À partir de là, le spectateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter, rationnellement, c'est un mécanisme d'induction, fondamentalement, on va remonter progressivement le tour pour essayer de voir, en remontant la chaîne de causalité, qu'est-ce qui a pu amener à ce résultat-là et à quel moment je peux, pourquoi pas, trouver le secret qui me permettra d'expliquer ce truc que j'ai pas compris. Et ben c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est comme si la première séquence de meurtre ou d'agression que vous avez vue, vous et le héros, parce qu'encore une fois vous êtes au même niveau, si vous voulez, d'avancement dans ce qui se passe, dans la narration, vous allez progressivement et continuellement réinterpréter, remonter la séquence que vous avez vue au tout début du film, jusqu'à vous rendre compte que finalement la réponse vous l'aviez. Parce que vous ne regardiez peut-être pas du bon point de vue, tout simplement, parce que chez Dario Argento, encore une fois, c'est un cinéaste du point de vue. C'est pour ça qu'on peut vraiment poser ça comme étant fantastique, c'est-à-dire que vous avez un point de vue altéré sur la réalité, et il va falloir changer de point de vue pour pouvoir trouver la réponse. Ce point de vue altéré sur la réalité va vous donner cette impression d'inquiétante étrangeté, fondamentalement, mais pour pouvoir comprendre comment ça marche, comment on en est arrivé là, pourquoi cette vision biaisée du réel, et ben on va devoir changer de point de vue. Et c'est exactement ce qui se passe dans les frissons de l'angoisse de manière vraiment claire, nette, précise. Et c'est exactement le mécanisme, encore une fois, que vous faites quand vous remontez un tour de magie pour pouvoir le comprendre. Donc, et ça, c'est ce que vous avez dans le biope d'Antonioni aussi, quand David Hemmings passe son temps à réanalyser continuellement cette photo, où au début on voit une masse sombre à un endroit de la photo, et en zoomant on va se rendre compte que peut-être ce serait un corps de quelqu'un qui serait étendu par terre. Donc à partir de là, ce corps-là va m'amener à découvrir, encore une fois, c'est parce qu'à force de zoomer, on voit plus grand-chose fondamentalement. Donc ça va laisser la porte ouverte à mon interprétation, qui va de fait biaiser, ce point de vue va biaiser en fait la réalité. Et jusqu'à quel point ça va la biaiser? Y a-t-il vraiment un corps étendu dans l'herbe, dans Blow Up? C'est ça. Il y a toute cette question sur la réalité et la fiction que vous allez produire à l'aune de votre point de vue et de votre perception de la réalité. Et ça, c'est ce que vous avez continuellement dans le cinéma de Dario Argento. Deuxième chose importante, c'était pour le héros, le meurtre. Le meurtre est élevé au rang d'art. Le sang, fondamentalement, encore une fois, c'est de la peinture, hein, c'est encore une fois de la matière artistique. Et si vous voulez, tout meurtre chez Argento, comme je vous le disais, c'est le plus important, tout est construit autour. Ce sont grossièrement des pauses narratives, hein, fondamentalement, on s'arrête dans la narration et on dilate le temps perçu par rapport au temps vécu. Donc il y a une dilatation, à ces moments-là, on va s'arrêter, là où l'histoire va avancer, encore une fois, par le biais d'ellipses, naturellement, parce que sinon, si on montrait tout en temps réel, ce serait un peu compliqué. Des enquêtes, pour le coup, ici, sont assez longues, ça dure sur une époque, quand même, sur une durée assez longue. Là, on va dilater le temps perçu, à ce moment-là, on va arriver sur un temps réel, pourquoi pas même d'ailleurs dilater même ce temps réel pour essayer de le rendre plus long, de susciter de fait l'angoisse, puisque les frissons de l'angoisse, par exemple, basculent, vraiment, je vais prendre très souvent cet exemple-là, mais je pense parce que celui qui pour moi est le plus symptomatique du cinéma d'Argento et le plus abouti, ou si vous voulez, le meurtre devient cette dilatation, le temps quasiment s'arrête à ce moment-là, pour justement pouvoir vivre pleinement ce moment artistique et esthétique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour revenir à la question des tueurs et des victimes, ce sont souvent des femmes, que ce soit encore une fois le bourreau ou la victime. La mise en scène, elle est très opératique, maniériste, expérimentale. La caméra, elle se niche absolument partout où elle peut. Pourquoi pas dans la bouche de la victime, hein. Je rappelle, vous avez ça dans Opéra d'Argento qui est de 1987. Vous avez le couteau vous avez un individu qui se fait transpercer de l'intérieur de la bouche et la caméra se loge à l'intérieur de la bouche et vous voyez le couteau rentrer. Vous avez à peu près la même chose dans le Syndrome Stendhal aussi, qui est un film beaucoup plus récent de Dario Argento, dans lequel la caméra se loge à l'intérieur de la bouche d'une des victimes et vous voyez une balle traverser la joue et traverser toute la bouche puis ressortir par l'autre joue. Donc Argento s'amuse beaucoup, hein. Dans le Syndrome Stendhal d'ailleurs il va s'amuser, en tout cas il va tester des choses numériquement parlant. Alors malheureusement ça marche pas très bien dans le Syndrome Stendhal, le film a très très mal vieilli, mais il y a des expérimentations toujours intéressantes récemment. Ça veut pas dire que c'est réussi, là où plutôt à l'époque chez Argento dans les années 70 c'était beaucoup plus réussi, je trouve. Si vous voyez d'ailleurs au passage les films de Dario Argento des années 70, début 80, ils vieillissent, ils font moins vieux, ils font beaucoup plus si vous voulez récents, ils ne vieillissent pas en fait fondamentalement, à part évidemment les motifs de l'époque, c'est-à-dire les goblins au son qui effectivement sont ancrés dans une époque, même si je trouve les goblins absolument génial, de Claudio Simonetti, mais si vous voulez au-delà des décors etc, de la dégaine des acteurs indéniablement évidemment, mais ça vous ramène à une époque, c'est pas vieillissant, ça n'a pas vieilli, simplement qu'on est dans une époque différente. Donc la caméra elle aborde tous les points de vue, celui du personnage principal, celui du tueur
indéniablement, avec la proéminence, enfin l'importance du plan subjectif, évidemment, où fondamentalement le tueur aussi se veut le metteur en scène de son propre crime. Donc là, si vous voulez, il y avait une mise en abîme avec Dario Argento aussi en tant que metteur en scène. Et j'insiste sur cette idée qu'Argento est un cinéaste du point de vue. Donc il épouse fondamentalement tous les regards, tous les points de vue, par le biais, encore une fois, de ses plans subjectifs, lors des passages à l'acte. Le fantastique aussi, qui est très présent chez Argento, même si, encore une fois, il est plus à l'état de MacGuffin, en fait, dans des films comme Profondo Rosso, enfin, Les Frictions de l'Angoisse, par exemple. Même si vous avez des films qui sont la trilogie des animaux, restent quand même très réalistes dans son approche globale. Mais Argento va évidemment se lancer pleinement dans le fantastique, comme je disais tout à l'heure, et dans le merveilleux perverti par l'horrifique, avec notamment sa trilogie des mers, par exemple. Il y a évidemment aussi une approche sociale qui est très importante chez Argento. On évoque aussi, si vous voulez, un contexte urbain italien, très souvent. Notamment, on va voyager chez Argento à travers Rome, Turin, Milan. Et vous avez ce côté aussi, dans une certaine mesure, parfois très documentaire, où cette petite histoire de crime se déroule à l'intérieur d'une grande histoire, d'un contexte social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher le film de son contexte social, qui est toujours en filigrane derrière. Et c'est très intéressant justement avec ces plans très picturaux. Je vous parlais tout à l'heure d'Edward Hopper dans Les Frissons de l'Angoisse, justement, qui, en plus d'être des plans esthétiquement très intéressants, qui ont un référentiel pictural, ramènent indéniablement aussi à une réalité sociale de l'époque. Dès lors, si vous voulez, le genre va devenir également un sous-genre du cinéma d'horreur. Je vous parle beaucoup des Frissons de l'Angoisse en 75, mais Dario Argento, à travers les Frissons de l'Angoisse, va injecter quelque chose de l'horreur à l'intérieur du giallo plus classique, était vraiment plutôt assimilé au polar, où le film, si vous voulez, va baigner dans quelque chose de terrifiant, une sorte de terreur absolue, mais de quelque chose de très lugubre, et tout ça matiné encore une fois de fantastique. Sa mise en scène et ses cadrages justement vont renforcer ce côté, ce malaise, cette sensation de sauvagerie et de lugubre qui va baigner un petit peu tout le film. Il va jouer, si vous voulez, avec les codes du giallo et va justement se permettre de se les réapproprier justement si vous voulez, en injectant ce côté fondamentalement horrifique. Et Suspiria, qui va être fondamentalement l'un des plus grands succès, si c'était son plus grand succès, deviendra un film culte dans le domaine du giallo, certes, dans la mesure où il répond au code du giallo, il répond encore une fois à tous les éléments thématiques, esthétiques et narratifs du giallo, mais en même temps, en cela qui rentre parfaitement aussi dans le canevas du cinéma d'horreur. Si vous voyez, cependant, c'est ces slashers américains qui vont beaucoup se réapproprier le giallo. Alors, je vous parlais de l'excellent Black Christmas de Bob Clark, notamment, qui s'inspire très très fortement du giallo, et qu'on considère comme étant l'œuvre séminale avec Le Voyeur de Michael Powell, tout ça ramenant évidemment aux Psychose d'Hitchcock, indéniablement, vraiment de manière originelle, si je puis dire, qui va donc déjà s'inspirer de ça, qui va déjà ramener ça sur le territoire américain. Vendredi 13, comme je le disais tout à l'heure, va fortement, indéniablement s'inspirer notamment de La Baie Sanglante, pour son cadre indéniablement, mais pour un certain nombre, on va dire, de ses meurtres, et pour la mécanique de La Baie Sanglante de Bava. Des gens notamment comme Carpenter, indéniablement, vont s'inspirer du giallo, avec l'œuvre peut-être matricielle du slasher américain, dont s'inspirera aussi Vendredi 13, qui est Halloween, la nuit des masques en 1979. Je vous le disais tout à l'heure, pour terminer, L'Éventreur de New York en 1982 aussi, qu'il faut quand même noter, dans lequel Lucio Fulci, alors il le fera déjà en 77 avec L'Emmurée Vivante, mais avec quelque chose, si vous voulez, quand même un pan assez fantastique dans L'Emmurée Vivante, qui ramènera aux autres délires fantastiques de Fulci, qui précèdent pour le coup, mais il va vraiment rentrer dedans, notamment avec un film qui s'appelle L'Éventreur de New York, qui est un film extrêmement ambigu, extrêmement bizarre, qui se... parce qu'il ne faut pas oublier ça chez Argento, notamment je pense à Ténèbres, qui est un film excessivement pessimiste. L'Éventreur de New York, c'est un film complètement dépressif que je vous conseille parce que c'est vraiment un giallo assez tardif en fait, qui revient à quelque chose d'extrêmement réaliste, d'extrêmement concret, d'extrêmement sordide. Vous avez plus ce côté que vous avez chez Argento, où il y avait quand même cet espace de fantasme, de rêve, il y a quelque chose de très onirique encore une fois chez Argento. Là, c'est pas du tout le cas quand Fulci s'approprie, on va dire, le genre en 82 avec L'Éventreur de New York. C'est pour mieux t'enfoncer la tête 6 pieds sous terre. Donc l'idée, c'est encore une fois, on suit un assassin sadique qui va tuer notamment à New York, donc des prostituées en général, c'est plutôt ça. Donc vous avez toute une critique en fait d'un pays en proie au sexe gratuit et qui illustre finalement tout le questionnement sur le puritanisme américain. Alors, ce qui est plutôt intéressant parce que ça fait vraiment écho à des films comme Halloween en passage, puisque je rappelle que Michael Myers, The Shape chez Carpenter, cette silhouette de Shape, fondamentalement cette instance fantastique, ce concept qui ramène justement
à cette pression sociale qui s'exerce dans cette banlieue bourgeoise gangrénée par le puritanisme. Donc on revient un petit peu sur ces mêmes thématiques du début des années 80 qui vont devenir assez obsessionnelles chez les auteurs du cinéma d'horreur globalement. Et là vous avez encore une fois cette itération intéressante qu'est L'Éventreur de New York de Lucio Fulci, mais qui se veut encore une fois nettement moins onirique et beaucoup plus craspec, sale. Moi qui me fait fortement écho au Maniac de William Lustig notamment aussi, qui est un petit peu dans le même genre d'ambiance, extrêmement sordide et dérangeante et malsaine. Et encore une fois, on veut pas. Le meurtre n'est plus un geste esthétique, n'est plus un geste artistique. Là, le meurtre est sale et extrêmement dur. Mais je vous conseille de découvrir ce film qui est un duo plus tardif. Alors, je pense aussi un duo tardif aussi j'en parlais tout à l'heure, à Bloody Bird de Michele Soavi, qui a été assistant réalisateur d'Argento en fait fondamentalement à une époque, qui est pour le coup une sorte de giallo, mais qui est intéressant parce que pour le coup c'est un giallo tardif qui a pris la base du giallo d'Argento évidemment, mais également qui a pris le pan américain du slasher et qu'on a fait ce truc hybride en fait très étrange qui est Bloody Bird, qui est assez incroyable, qui est un film un peu hors du temps et qui est vraiment un huis clos, un slasher à proprement parler. Vous suivez une troupe de théâtre qui ramène un élément à ce qu'on avait chez Argento, puisque le domaine, le milieu de l'art, on va dire le contexte de l'art est très souvent présent chez Argento. Je reviens à Suspiria justement avec cette école de danseuses par exemple. Donc le contexte, et opéra au passage aussi, on a le contexte de l'opéra de fait. Là si vous voulez dans Bloody Bird, c'est une troupe qui est en train de préparer une comédie musicale et ils vont se faire assassiner un par un par un tueur mutique déguisé en hibou et qui porte un masque de hibou et qui va les massacrer un par un dans ce théâtre après qu'ils les aient enfermés dans ce théâtre pour une nuit de cauchemar. Et là vous avez encore une fois deux inspirations, celle du giallo italien à des moments et ce qui fondamentalement était inspiré du giallo italien qui est le slasher américain, et on va compiler un petit peu de ça en créant une sorte de truc hybride très intéressant. Alors aujourd'hui, le giallo, il y en a plus beaucoup fondamentalement. Argento a essayé de continuer de son côté avec des films comme Giallo, fondamentalement avec Adrian Brody. Mais c'est pas très bon, hein, Argento récemment. C'est-à-dire que je vous laisse aller découvrir Dracula 3D avec Rutger Hauer, qui est assez catastrophique globalement. Ça veut pas dire qu'Argento n'essaie pas de faire des expérimentations, mais fondamentalement là où l'époque ça fonctionnait extrêmement bien. Enfin, encore une fois, les films d'Argento des années 70-80 sont extrêmement modernes. J'ai revu récemment Opéra aussi, que je vous conseille, qui est pas un film totalement réussi, c'est une sorte d'énorme bordel expérimental, mais il y a des idées absolument géniales, notamment en termes de meurtre aussi, hein, en termes de violence, d'expression de la violence à l'écran, qui sont assez fous, et puis des séquences complètement dingues, notamment un truc qui était dans Suspiria avec ces quasi plans subjectifs de corbeaux, d'oiseaux, qui ramènent indéniablement aussi à Hitchcock, qui est quand même un motif, les nombreux motifs qu'a posé Hitchcock en termes de mise en scène, c'est assez obsessionnel, un petit peu comme chez De Palma, chez Argento. Mais aujourd'hui, fondamentalement, on n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des gens comme Michele Soavi, je vous parlais de Bloody Bird, qui a fait un autre film qui s'appelle Arrivederci, Amore Ciao, par exemple, aussi, qui est un polar, mais qui va s'amuser justement à prendre des codes du giallo. Je pense à des gens comme Kim Ji-woon aussi, en Corée du Sud, avec des films comme J'ai rencontré le diable, qui fait du référentiel à Argento assez génial. Même si le film c'est pas un giallo fondamentalement, mais il y a plein de référentiels absolument passionnants. Je pense aussi à James Wan, mine de rien, pour un auteur un peu plus mainstream si vous voulez, quand il réalise Le Premier Saut. Dans Le Premier Saut, vous avez justement du référentiel aussi à Argento qui est assez génial aussi. C'est peut-être la partie la plus réussie esthétiquement du film. Après, vous avez quelques auteurs, je vais vous en citer deux comme ça, qui sont, je trouve, intéressants, enfin trois, puisqu'il y en a deux auteurs qui co-réalisent en fait ensemble, qui sont vraiment dans cette démarche expérimentale, qui travaille un cinéma encore une fois très viscéral, très dans la sensation, dans le fait de traduire la sensation à l'écran par le biais de la mise en scène, encore une fois de construire des séquences de meurtre entre autres, mais c'est une séquence purement esthétique, presque une sorte de conceptualisation du viscéral, c'est assez étrange dit comme ça. Alors je pense à Hélène Catet et Bruno Forzani, qui sont français pour le coup, qui réalisent notamment Amer ou L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui sont typiquement inspirés du giallo, indéniablement dans leur travail de la couleur, de la colorimétrie, dans leur travail de la mise en scène, qui sont des films assez fascinants, qui sont vraiment des objets de films. Et je pense également à Peter Strickland, qui est un auteur britannique, qui réalise deux films que je trouve intéressants, l'un qui s'appelle Berberian Sound Studio, qui raconte, alors là, qui est plutôt intéressant dans son aspect documentaire, puisque dans un premier temps on va suivre un bruiteur anglais qui va aller travailler dans un studio italien pour faire les bruitages d'un giallo, dont on ne verra jamais d'image, mais toute la violence sera traduite par le son. Le film est assez fou, c'est assez intéressant parce que justement ça prend un petit peu le contre-pied, là où Giallo est un travail de bravoure, de mise en scène, morceau de bravoure de mise en scène, j'entends visuel dans le meurtre. Là le film justement va plutôt faire des morceaux de bravoure de mise en scène à travers le son fondamentalement, et c'est assez fou, c'est-à-dire que le film encore une fois est très intéressant du point de vue documentaire parce qu'il décrit très très bien
l'industrie du cinéma du giallo, fondamentalement du cinéma italien des années 70. In Fabric, qui raconte l'histoire d'une robe maléfique qui en tue les porteurs. Film très très fascinant aussi, qui est encore une fois dans cette démarche très fétichiste, alors qui était inhérente au giallo, et très fétichiste vis-à-vis du giallo, avec un travail sur la couleur encore une fois, sur la colorimétrie, sur la mise en scène de la violence, sur le son, sur la musique, qui est très argentien si je puis dire. Et c'est assez dingue à suivre, ça fait partie je pense des réalisateurs les plus fascinants actuellement dans cette mouvance de giallo très tardif ou de néo-giallo, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de giallo très récent encore une fois, ou de tentative en tout cas d'hommage esthétique extrêmement poussé au giallo, et au giallo notamment d'Argento. Mais In Fabric fait aussi référence à Bava dans une certaine mesure. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit peu le tour. Finalement j'ai mis plus de temps que je pensais, mais là vous avez un cours je pense assez synthétique tout de même, parce qu'on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur le giallo. J'espère en tout cas que ça vous a convenu, que tout est clair. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions dans les commentaires, la section commentaires est faite pour ça. Et on se retrouvera très bientôt pour la suite de nos aventures et la suite de nos cours. A très bientôt, merci de votre écoute, salut.